Marie-Jeanne Colony, docteure en théologie, s'intéresse vivement aux enfants abandonnés et qui sont sans toit ni frontières, c'est-à-dire les enfants de la rue. Elle a d'ailleurs présenté sous ce titre des documents bouleversants parus chez Fayard en 87. Marie-Jeanne Colony est interviewée par Marcel Brisebois. Marie-Jeanne Colony, vous êtes professeure d'université, mais vous vous occupez également du Bureau international catholique de l'enfance et de façon même plus concrète, vous vous occupez de ceux qu'on appelle les enfants de la rue. Qui sont-ils, ces enfants que vous appelez les enfants de la rue? Après beaucoup de recherches, on a donné ce nom à ce dont le texte dit « La rue est le principal référent ». Ça veut dire qu'il y en a qui connaissent leurs parents, qu'il y en a même qui habitent chez leurs parents. Il y en a d'autres qui ne les connaissent pas. Mais que dans tous les cas, on a des enfants qui ne peuvent pas compter sur leur famille, pour de multiples raisons, et qui grandissent à partir d'un choix, souvent de leur part, de la fraternité, qu'ils croient fraternité, et qui ne le sera pas longtemps, des autres enfants dans la rue. Parce qu'ils ont perçu leur rapport aux adultes comme tellement exclusif, comme tellement dangereux, qu'ils ont cherché d'être quelqu'un au moins dans la rue. Quel pourcentage d'enfants cela représente-t-il, ces enfants de la rue? On compte plusieurs dizaines de millions de par le monde, ayant rapport fondamentalement avec la situation que je vous décris. Mais par définition, si ces enfants vont plutôt dans la rue qu'en classe, ils ne sont pas comptabilisés dans les enfants censés en classe. S'ils ne vont pas en classe, s'ils ne sont pas en famille, ils ne sont pas non plus comptabilisés dans les enfants soignés par les services sociaux. Donc on est dans une nébuleuse, puisque c'est justement ceux qui échappent par leur détresse aux comptabilités. Il nous reste celle de police, parce que bien entendu, beaucoup d'entre eux ont affaire avec la police, mais heureusement pas tous. Parce qu'il y a des enfants qui sont laissés à eux-mêmes dans une misère effroyable et qui ne font pas de délit. Et qui ne sont donc pas en rapport avec la police. Il y en a beaucoup, on ne peut pas confondre enfants de la rue et délinquants. Donc nous sommes devant le fait patent quand on voit, et c'est ce qui m'a bouleversée quand j'ai eu la grâce de lire ces textes, mais c'est terrible, qu'il y a une plaie de notre société récente autour de la périphérie des grandes villes et qui est mal gérée, mal mesuré, mais dont le schéma est toujours à peu près le même, des enfants qui ne peuvent pas profiter de l'acquis du monde adulte et qui sont comme des petits chiens, des petits loups, obligés de survivre par eux-mêmes. Vous dites que c'est récent, mais est-ce que quand même la littérature ne témoigne pas d'un grand nombre d'enfants qui vivaient justement autrefois en marge des sociétés d'adultes? Est-ce que c'est pas ça, par exemple, que nous raconte Dickens dans la littérature anglaise? Est-ce que c'est pas ça que dans la littérature française nous raconte Hector Malot, par exemple? Bien entendu. Ben justement, si vous citez très bien Sans famille. Sans famille, il s'en trouve une. Il a été accidentellement sans recours. Mais dans les sociétés d'autrefois, il y avait au moins un animal à aimer. Ça ne pousse pas sur l'asphalte. Une des détresses terribles des enfants de la rue, c'est qu'ils ne peuvent pas aimer même un canard, même un chat, qui le leur rendrait. Donc ce sont des enfants horriblement isolés. À la campagne, il y a toujours un arbre, il y a toujours un référent à la nature, au symbole, qui est peut-être un peu de choses, mais qui est sain. À la ville, il y a un monde entièrement construit par l'homme et dont ces enfants se trouvent exclus. Comment avez-vous réussi, vous, à les approcher, ces enfants-là? Parce que j'habitais pas loin. Et parce que la paroisse au début, puis je vous dis après, l'association dont je fais partie a dû, c'est une autre affaire, enfin, se déclarer non confessionnelle et n'est pas été logée par la paroisse, c'est une autre chose. Mais j'habitais pas loin. Le moyen de rencontrer ces enfants, c'est vraiment de les rencontrer face à face. Alors, j'avais été émerveillée par la phrase d'un médecin suisse qui s'occupait beaucoup de prisonniers, étant un grand chirurgien, et il m'avait dit, le problème c'est de rencontrer la première souffrance, après on les sent toutes. Si vous avez un ami qui est un enfant à l'abandon, il vous amène tous ses autres amis, et si vous ne vous en allez pas, vous faites des découvertes fantastiques, vous vous dites mais ces enfants ils sont encore pleins de potentialité parce que ce sont des petits dômes. Et si vous passionnez pour eux, vous retrouvez beaucoup d'adultes dans ce livre qu'on m'a demandé de rédiger. J'ai été frappée par la quantité
bénévoles de tout genre, dans tous les pays, qui font l'impossible à partir de leur propre vie pour soulager ces enfants. Est-ce que soulager veut dire récupérer? Parce que c'est une révolte quand même. Je pense que ce qui est apaisement pour eux, c'est la reconnaissance de leur dignité. Le premier soulagement pour nous-mêmes, c'est d'être reconnus. Après, le reste s'arrange comme ça peut. Ces enfants, ils ont besoin d'estime, comme leurs parents, quand ils les ont perdus, l'ont fait par désespoir. Et quand ça s'arrange avec les parents, c'est que les parents ont été estimés au moins par quelqu'un. La clé de tout, c'est un regard qui viserait pour un chrétien, et je me situe bien en tant que chrétienne, à honorer Jésus-Christ dans tout homme. Et à partir de là, vous vous apercevez qu'il n'est pas si embêtant, parce qu'il faut bien dire, hein, rien n'est facile. Je vous ai dit que globalement, et par tempérament et par expérience, je croyais que aussi bien pour la femme en théologie, aussi bien pour l'artiste dans l'église, il y avait des issues et des choses positives. Enfin, l'être humain, il est ce qu'il est, il y a des mauvais quarts d'heure. Ces enfants, ils peuvent être empoisonnants, ils peuvent être épuisants, ils peuvent être tout ce que vous voudrez. Mais derrière ce moment de lassitude, ce moment de tristesse, il y a toujours le sourire de Jésus-Christ. Et puis avant de vous mettre en colère, vous vous dites quand même, ce gamin, même qu'il a fait des âneries, c'était pour montrer qu'il était capable de quelque chose. La prochaine fois, s'il me demande de l'aider, probablement qu'il fera quelque chose de plus intelligent et qu'on s'en sortira. De quel milieu viennent-ils? Est-ce qu'ils viennent nécessairement de milieux pauvres ou s'ils viennent de tous les milieux? Et là, si vous allez à Paris, dans le trou des Halles, vous voyez des enfants de tous les milieux. C'est la solitude et le mépris qu'ils ont reçus en vertu de causes diverses, mais qui sont finalement le matérialisme de nos sociétés. Ces enfants-là, ils ne rapportent pas, ou ils rapportent des ennuis à leurs parents, et un beau jour, ils se sont trouvés de trop. Alors il y a deux types de réactions. Il y a celui qui reste quand même, et puis qu'on va retrouver quelquefois très détérioré autrement. Il y a celui qui est très fier et qui s'en va. Il dit, ah bon, ben, je vous plais pas, j'ai pas besoin de vous. Mais évidemment, il ne peut pas se débrouiller tout seul. Alors commence le chapelet de ces risques successifs qui amènent un enfant à être privé d'intégration sociale. Et la clé, c'est qu'il sache qu'il compte pour quelqu'un. Mais justement, cette intégration sociale, est-ce qu'elle n'est pas précisément aliénante? Et est-ce que c'est pas ça qu'ils fuient et avec raison? Enfin, c'est la question que je vous pose. Qu'ils n'ont pas raison de réagir. Est-ce que c'est pas une révolte contre notre société? Est-ce que finalement, ce n'est pas vouloir les ramener à notre société et justifier notre société que de... De toute façon, ces enfants, ils ont un estomac. Hein. Il faudra bien qu'ils le remplissent. S'ils n'ont aucun moyen légal de le remplir, alors ils voleront. Et ils se feront quand même récupérer le plus mal possible par la société. Donc, en prenant le problème au concret, il faut bien d'une façon ou d'une autre, si on veut leur épargner plus de souffrance, qu'à tout le moins une fois ou l'autre, ils soient capables de s'intégrer. Maintenant, si on dit c'est pour qu'ils profitent, je vous rejoins tout à fait. On achève de les détruire. Si on dit c'est pour qu'ils trouvent, au fond, leur chance de servir à d'autres et d'être fiers d'eux, à leur façon, alors c'est tout autre chose. Je voudrais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup frappée. J'ai, dans le temps que j'étais heureuse bénévole au service de ces enfants, été lassée par un enfant qui était plein d'intelligence et qui faisait toutes les bêtises qu'on peut faire, et toujours au plus mauvais moment. Et par principe, comme je me disais, s'il est exaspéré comme ça, c'est qu'il n'est pas estimé, même si je n'étais pas d'accord et que j'avais bien l'intention de lui signifier, par habitude, je disais, mais quand est-ce que tu t'apercevras que tu es plus intelligent que ça? Ça serait quand même reposant. Puis un beau jour, il a disparu du paysage, je ne l'ai plus revu pendant 10 ans. Puis je l'ai retrouvé. Et il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a raconté que, ayant quitté le département, il s'était finalement fait prendre dans une mauvaise affaire, qu'il avait été condamné en justice, qu'il s'était trouvé en prison, et qui s'était dit, je n'ai plus aucun espoir. Quand je sortirai, il était bien entendu en prison avec un adulte qui l'avait orienté vers de nouvelles délinquances, vers quand tu sortiras, je te ferai faire un coup, tu deviendras riche. Il ne voyait plus d'issue. C'était un tendre, cet enfant, et si intelligent. Et il m'a dit une nuit, je voulais me pendre. J'avais tout préparé. Et puis juste avant de me pendre, je me suis dit, quand même, perdu pour perdu, Marie-Jeanne, elle croit que je suis intelligent, je peux le risquer.
Et donc le lendemain matin, il a demandé d'être présenté au directeur de la prison. Il lui a dit, je voudrais étudier, je sais rien. Il y a une dame, elle croyait que j'étais intelligent. Est-ce qu'on prend le risque? C'était un admirable directeur de prison qui lui a dit, on prend le risque. Tu as 4 ans devant toi, tu passeras un examen ici. Et ce gamin est arrivé à passer son baccalauréat. Et quand il m'a revu, il m'a dit, tous les jours, je me disais, j'arriverai pas, c'est pas possible. Et tous les jours, je me disais, elle rigolait toujours avant de me gronder. Et en plus, elle disait, tu finiras par t'apercevoir que tu es intelligent. À force de me le dire, j'ai fini par le croire, vous savez. J'ai pris le risque d'être intelligent. Je veux bien, et je fais l'avocat du diable, mais qu'est-ce que ça donne d'avoir un baccalauréat si c'est pour se retrouver dans un milieu de chômage, si c'est pour se retrouver dans une société qui est aussi aliénante que celle que nous connaissons? Car au fond, c'est ça qu'il faut dénoncer, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il faut dénoncer que le problème des enfants de la rue est d'abord un problème social, politique, beaucoup plus large. Dans le cas particulier, il a eu la chance de tomber sur une commune intelligente auquel il s'est présenté en disant « Je voudrais faire de l'animation, je voudrais m'occuper d'enfants ». Il n'a pas dit d'où il venait. « J'ai mon bachot, j'ai rien d'autre ». On l'a embauché, on lui a fait faire une formation continue. Présentement, il est directeur d'un centre d'éducation. C'est rarissime des histoires comme ça. Je vous ai dit qu'il était exceptionnellement intelligent et volontaire. Et c'est bien pour ça qu'il était le plus pénible. Ça, c'est une connaissance habituelle. Plus un enfant est intelligent, et plus il est exposé à la délinquance par révolte. Il est tombé sur quelqu'un d'intelligent. Et il rend des services considérables à l'heure actuelle, dans son poste. Il m'arrive d'avoir besoin de lui. C'est un garçon qui, vraiment, est quelqu'un de très bien. Vous vous êtes intéressé à cette situation, comme je le disais tout à l'heure, et c'est le titre de votre ouvrage que vous avez consacré à ce problème, sans toit ni frontières. Oui. Donc ce problème existe ailleurs. Et si je comprends bien, il existe même de façon beaucoup plus grave dans les pays dits en voie de développement. Non, disons pas plus grave. Analogue. Il n'y a pas de plus grave ou de moins grave. Entre les enfants du père Dritz à Manille, qui ont encore une famille et dont les petites filles se prostituent pour rapporter 4 sous, c'est plus grave en un sens et c'est moins grave dans l'autre, parce que elles ont un référent. Faites un tour la nuit au Trou des Halles à Paris. Vous verrez des enfants qui sont tellement désespérés, qui cherchent par tous les moyens, et principalement la drogue, à aller voir de l'autre côté sur un autre monde pour eux. C'est pas plus grave, c'est autrement. Mais ces enfants viennent bien de quelque part. Ils sont le fait d'un père et d'une mère. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le père et la mère les laissent aller comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un doigt accusateur qu'il faut tendre? Ou bien le père et la mère avaient tout ce qu'il fallait et ils ont été indifférents à l'enfant. Indifférents parce qu'eux-mêmes ont laissé briser leur ménage et qu'ils n'ont pas su gérer leur crise par rapport à l'enfant. Indifférents parce qu'ils ont été pris par leur réussite professionnelle et qu'il n'y avait jamais personne à la maison quand ils revenaient, où il y avait des domestiques. Un beau jour, ils en ont par-dessus la tête, ils disent je compte pas pour eux, ça leur est bien égal. Ou bien au contraire, donc c'est des gens qui ont eu une grande réussite matérielle et qui se sont complus dans cette réussite matérielle et qui l'ont fait passer avant le petit vivant que Dieu leur avait donné. Ou bien ce sont des enfants de milieux qui effectivement eux-mêmes étaient déjà exclus et qui sont des enfants de pauvres, des enfants d'immigrés dont les papiers ne sont pas en ordre. De toute façon, ce sont des enfants de parents qui sont débordés par l'évolution de la société, qui s'en trouvent exclus ou qui soient dans ceux qui la maîtrisent, mais qui n'ont pas réussi à l'assumer puisque pour eux, l'argent a compté plus que la vie humaine. C'est le malheur, c'est l'épuisement des parents qui les a rendus indisponibles à ces enfants et qui fait que vous retrouvez ensemble des enfants qui ont peut-être même eu pas mal d'argent, mais pas d'amour. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas donner raison à des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui disent pourquoi avoir des enfants? Premièrement, nous n'avons pas été tellement heureux. Et puis d'autre part, ce que nous souhaitons justement, c'est de nous épanouir, etc. Et que les enfants seraient un obstacle à cet épanouissement. Est-ce qu'il n'y a pas là une certaine vérité malgré tout? Je crois qu'il y a une énorme stupidité de mon point de vue. Parce que s'ils n'ont pas été heureux,
c'est qu'ils ont manqué d'amour et que quelqu'un a vécu à l'économie de sentiments par rapport à eux. Et donc, plus ils vont se protéger et économiser leurs sentiments, et plus ils vont être malheureux. Ça, c'est clair comme le jour. On ne peut pas être heureux à l'économie. On parlait du risque, et j'ai dit que ça, c'était la confiance, peut-être, dans la Bible. Mais enfin, c'est l'expérience humaine fondamentale. Alors qu'après, il y a à tenir compte, c'est bien évident, de l'évolution sociale, à maîtriser les naissances. Alors ça, ne me faites pas dire des âneries plus grosses que moi, quand même. Mais les principes qui pensent que quand ça va mal, c'est en s'économisant et en économisant les sentiments que ça ira mieux, ils sont radicalement faux. Après, on gère par générosité, comme on peut, des situations qu'on ne maîtrise pas totalement jamais. Mais au moins, il faut partir du bon sens. Dans l'Évangile, on nous raconte ce serviteur qui n'a qu'un drachme, mais encore il va le cacher et il ose dire ben, j'avais peur que je le perde, alors comme ça, il n'a pas fait de fruits. Bon, ben, cet homme-là, il est malheureux comme tout. L'autre, il en avait 5. Il a pris le risque de les faire produire tous les 5. Il a pris un risque, il pouvait bien en perdre 2. Mais enfin, il serait resté quelque chose. Moi, je crois que la cause fondamentale dont vous parlez, de ce rejet de l'enfance, et ce rejet intellectuel aussi, hein, il n'y a pas que les enfants de la rue, vous avez les enfants de la rue intellectuellement, c'est la peur, c'est le ratatinement sur la protection personnelle, sur l'économie de pas souffrir. Ben avec ça, on s'en va où? Avec un système comme ça, à continuer comme on fait dans les pays riches, on n'apprendra plus aux enfants à marcher parce qu'ils pourraient tomber. C'est la condition humaine de risquer. Et si on ne veut pas le faire, on s'abîme soi-même plus que les autres. En réalité, ce que vous dénoncez, c'est l'égoïsme de notre civilisation. Ah, c'est la peur, c'est une maladie, la peur. Est-ce que c'est pas normal d'avoir peur? Pourquoi faire des enfants quand on sait que la bombe atomique nous attend, quand on sait qu'on va vers un appauvrissement de la planète, etc. Et finalement, on dit, bon, bah, finissons-en avec toute cette aventure humaine. Eh bien, ça veut dire qu'on est soi-même bien malheureux, mais je pense que si on rencontrait un regard ami, si un de ces enfants, justement, dont vous parlez, vous regardait, on aurait moins peur. Moi, je sais que, concrètement, rédiger un livre, c'est rien du tout, sauf que c'est beaucoup de nuit à se dire, c'est pas possible, c'est partout pareil. Enfin, à ceci près, c'est rien. Mais vivre, trouver de l'argent, se dire, si je ferme demain parce que j'ai plus d'argent, c'est tel et tel enfant qui vont avoir faim, ça, c'est beaucoup plus dur. Mais au moment où vous vous dites, bon, ben, il n'y a plus d'argent, ben, il faut fermer, vous regardez un enfant, vous vous dites, je me débrouillerai n'importe comment, mais demain, il y aura de l'argent. Et le bon Dieu vous le donne. Et vous lisez ça dans toutes les histoires. Si vous partez de l'homme, vous avez la force. Ôtez les étudiants à un professeur, ben, il n'aura plus rien à dire. Vous voyez des gens qui attendent que vous disiez quelque chose. Ça vous rend intelligent malgré vous, histoire de les voir heureux. ôter les enfants et tomber dans la paperasse. Alors ça se règle comme ça peut. Mais vous avez les yeux d'un gamin devant vous. Vous dites, s'il a faim, s'il est malheureux, il faut qu'on trouve une solution, puis on la trouve, et puis après on est bien content. Qu'est-ce qu'ont exigé de vous, ces enfants, pour que vous entriez avec eux dans une relation qui soit basée sur la confiance? Qu'est-ce qu'ils ont exigé? Est-ce qu'ils vous ont transformé? Est-ce qu'ils ont appelé à des comportements bien sûr qu'ils m'ont autres? transformé. Mais on a tous les jours besoin de se convertir. Ce sont des enfants vrais. Si vous jouez la comédie, ils ne sont jamais dupes. Ils ne sont pas capables d'analyser. Je suis toujours sidérée que quand j'embauche un éducateur, ceux qui sont les plus perspicaces sur eux, ce sont les enfants. Si je demande l'avis de l'équipe, ils disent pas mal, c'est des choses, on pourrait travailler ensemble. Si je pressens un peu les enfants, ils disent, oh non, il ne plaît pas. On le prend quand même. 2 mois après, on dit, oh, c'est vrai que ça ne fait pas la fête. Au contraire, vous en avez un, vous dites, tiens, quand même, pas bien sûr. Puis les gosses, ils tiennent, ils s'attachent. C'est pour ça que nous, on fait toujours un essai avec les enfants, grandeur réelle, et puis on prend l'avis de tout le monde. Oh, il est gentil, il faut le prendre. Eh bien, finalement, ça va. Il ne se trompe pas. Et c'est ce regard qui décape. On se croit malin, on arrive avec des titres, on arrive avec... Et puis dans la pratique, on dit, ben non, je suis pas grand-chose. Mais on est tous heureux si on fait confiance à un plus grand. Vous nous parlez de la relation interpersonnelle, mais est-ce que vous ne croyez pas aussi qu'il devrait y avoir des solutions
on peut appeler collective, et disons le mot politique, à ce genre de problème qui devient de plus en plus important dans notre société. Non seulement je crois, mais je suis fervente et convaincue. Seulement, on ne peut pas faire tout dans la vie. Hein. Moi, je suis capable d'étudier, je suis capable de me réjouir avec mes étudiants, je suis capable d'avoir les gosses devant moi et de chercher de l'argent pour eux. Je ne suis pas capable de faire de la politique. Alors, c'est pas la peine d'essayer, mais je me réjouis et je pense c'est d'abord un problème politique et que toutes les associations sont utiles dans la mesure où elles permettent à un problème qui serait étouffé par les puissants parce qu'il est très gênant de surgir. La seule utilité pour moi des associations en termes politiques, c'est d'empêcher la question d'être oblitérée. À force d'entendre les gens piailler, de prêter une voix à ceux qui sont exclus, eh bien, il faut bien y faire face. Autrement, de même que quand on est gamin, on remet toujours le devoir difficile pour le lendemain, de même, j'imagine bien, quand on est puissant, ces zones qui révèlent toutes les carences de notre société, qui ne sont pas flatteuses, qui sont parfaitement honteuses, on serait bien tenté de les oblitérer. Mais si on entendait que les associations privées doivent faire le boulot à la place du politique, alors elles ne rendraient pas service du tout. Parce que c'est l'organisation de la société, de l'éducation, de la gestion des biens qui est en cause. Alors, comme citoyenne, qu'est-ce que vous attendez justement de l'État et de ceux qui sont responsables du politique? Qu'ils fassent passer le politique avant leurs intérêts personnels, ce qui doit être très difficile. Ils partent sur le marché, qu'ils fassent passer le politique dans un long terme. Parce que si on gère quoi que ce soit, une usine, une commune, un État, pour les 2 ou 3 ans qui viennent, en vue d'élections, de mainmise d'un pouvoir plutôt que d'un autre, on est sûr qu'on laissera passer les choses graves. Combien de temps par semaine consacrez-vous à ces enfants? Tout le temps que je ne passe pas à la théologie. Mettez tous mes loisirs. Une fois que vous avez mis le petit doigt dans ces affaires-là, eh bien, vous êtes sûr d'y passer tout le temps. Les loisirs, ça veut dire quoi? 5 heures, 6 heures par semaine? Oh! Par jour, vous voulez dire? Ça veut dire... comment vous voulez faire autrement? Ça veut dire que vous prenez votre temps d'études, qui quand vous enseignez... Vous savez, je ne suis pas professeur à l'Institut catholique, je suis modeste enseignante. Hein. Professeur, c'est un titre. Enfin, j'ai un doctorat de théologie quand même. Bon, quand j'ai 7 heures d'enseignement par semaine, j'ai le service d'accueil jeune qui reçoit plusieurs milliers d'enfants chaque année à Notre-Dame, qui organise des grandes rencontres encore de plusieurs milliers d'enfants. Ça prend beaucoup de temps, ça. Cela vous est Ça, c'est possible mon parce travail que salarié. Le reste de mon temps, c'est ces petits. Mais c'est possible pour vous de faire ce travail parce que vous êtes célibataire. C'est évident. Ben, si j'avais un mari, il serait bien malheureux. Non, c'est tout à fait évident. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ma vie était organisée de façon souple, avec des intérêts qui... On se repose quand on fait autre chose. Alors c'est possible pour un célibataire, mais qu'est-ce que des citoyens qui sont mariés, qui ont des occupations professionnelles plus importantes ou plus accaparantes peuvent faire? Ils peuvent faire l'essentiel. Ça prend du temps. Bon, il faut prendre des gens qui ont du temps pour ça. Et ça se tombe très bien sur un célibataire. C'est pour ça que je suis présidente, il n'y a pas de doute. Mais tous les autres membres du conseil d'administration sont des couples, sont des gens mariés. Et la première chose à montrer à ces enfants, c'est que, quel que soit son statut, solitaire ou familial, on les estime. C'est aussi important pour eux qu'un ingénieur comme le vice-président de l'association donne 2 heures dans la semaine. Parce que lui, il compte pour eux. C'est un grand. Et ils se disent, oh mais dis donc, alors là, je vaux la peine. Je crois que ça serait très mal poser les problèmes que les poser en termes de durée. C'est encore du quantitatif. Plus on est divers, et plus un homme en respecte un autre, et plus il avance les affaires. Et moi, je serais tout à fait... Vous voyez bien un malheureux professeur de théologie dans les affaires sociales, à quoi ça ressemble, ça, en vérité. Je ne suis crédible qu'à cause des autres. Seulement, comme j'ai plus de temps, eh ben, je fais ce que je peux et en plus de temps. Donc les ressources dont on dispose sont peu importantes. C'est celle de Dieu dont on dispose, et on a chacun une clé différente. Saint Vincent de Paul disait, ne dites jamais que vous vous donnez aux pauvres, dites que Dieu vous donne aux pauvres. C'est parfaitement vrai. Comment devant un enfant qui a résisté à la solitude, à la faim, à la pauvreté, à la tentation, et qui vous arrive tout misérable, ayant pas mangé depuis 3 jours, j'ai vu une petite fille qui m'a mangé un rôti d'1 livre en une demi-heure. Affamée qu'elle était. Je voulais pas lui dire c'est fini parce que je voulais pas qu'elle ait l'impression d'une faim. Mais je disais, ben, ma pauvre fille, tu vas pouvoir la nettoyer après. Mais pas du tout. Ça a passé comme une lettre à la place.
Elle était affamée. Bon, un enfant qui a résisté à tout ça, c'est une richesse fantastique. Il va pouvoir, parce qu'il a développé une énergie, une débrouillardise, un goût de vivre, il va pouvoir donner une note différente de celle de quelqu'un qui a toujours eu à manger. Il vous apporte quelque chose? Ah oui. Je crois que, à condition qu'on regarde bien les gens, on est toujours construit par celui qu'on a en face de soi. Et ces enfants m'ont appris la vérité d'une relation. Ils m'ont énormément appris. Vous pourriez vous passer d'eux? J'espère bien, si j'avais Jésus-Christ, ça devrait me suffire. Je me suis bien passé d'eux à des périodes où j'étais pas là. Je crois pas qu'il faut être en termes de dépendance. Je crois que toutes les fois où on pose les problèmes de vie en termes de dépendance, on ne se rend pas compte qu'on calque exactement les limites de notre société. Et on est dans un rapport de force. Toutes les fois qu'on essaye de se situer dans un climat de liberté, eh ben, Dieu nous l'accorde et puis ça va. Marie-Jeanne Colony, je vous remercie. Alors, nous restons là, nous pouvons bavarder. Voilà, on peut même bavarder. On peut même bavarder. C'est moi qui vous remercie de questions qui m'ont été droit au cœur. Rappelons que Marie-Jeanne Colony, docteur en théologie, enseigne à l'Institut catholique de Paris. Très engagée auprès du Bureau international catholique de l'enfance, elle a publié chez Fayard « Sans toit ni frontières, les enfants de la rue » dans la collection « Les enfants du fleuve ». C'est là le résultat d'une enquête mondiale absolument bouleversante et même insoutenable. Dans la même collection, on trouve le très beau livre de Bruce Ritter, ce franciscain connu dans le monde entier, « La Maison de l'Alliance », consacré aux enfants de la rue à New York et paru en 1988. Marie-Jeanne Colony a aussi publié avec André Trintignant un guide complet de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec 72 photos, 48 croquis, des gravures, un lexique et une bibliographie. C'est paru aux éditions du Cerf.